Bonjour, je me présente, Priscilla Laplante, ça va être moi votre animatrice pour aujourd'hui. Donc, bienvenue pour la conférence du rapatriement unilatéral de la Constitution du Canada. Donc, on pourrait commencer avec le salut au drapeau. Donc, j'inviterai M. François Doré pour le salut au drapeau du Québec traditionnel. Bonjour tout le monde. Alors, drapeau du Québec. Salut. À toi mon respect. À toi mon respect. Ma fidélité. Ma fidélité. Mon amour. Mon amour. Vive le Québec. Vive le Québec. Vive son drapeau. Vive son drapeau. Merci. Bravo. J'inviterai donc maintenant Mme Carole Gaudreault pour le salut au drapeau des Patriotes. Drapeau tricolore des Patriotes, salut. Drapeau tricolore des Patriotes, salut. À toi mon respect. À toi mon respect. Ma fidélité. Ma fidélité. Mon amour. Mon amour. Vive les Patriotes de Papineau. Vive les Patriotes de Papineau. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38. Vive la mémoire des femmes et des hommes de 37-38. Vive la République du Québec. Vive la République du Québec. Bravo. Bon, tout d'abord, j'aimerais en fait souligner la présence de Mme Isabelle Dion, présidente du Bloc québécois de la circonscription d'Alfred Pellan et présidente de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois. Monsieur Martin Lamontagne, vice-président du Bloc d'Alfred Pellan et vice-président de la Commission de la citoyenneté du Bloc québécois. Enfin, M. François Paquet, président de l'Association du Parti québécois de Deux-Montagnes. Bon, j'inviterai donc M. Pierre Leboeuf, administrateur de la section Jean-Olivier Chénier, à venir prendre la parole. Je viens représenter Mme Lucie Gervais, qui est présidente de la Société de Saint-Jean-Baptiste, section Jean-Olivier Chénier. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue en cette belle journée. Et aussi, on veut aussi donner notre appui à la société RPS, qui va bientôt vous donner une bonne allocution et une vision de notre manière d'agir. Fait que je vous souhaite une très belle conférence. Merci beaucoup. J'inviterai donc maintenant M. Benoît Roy, qui est militant pour l'indépendance depuis plus de 40 ans, président du comité du mémorial Bernard Landry à Verchères et réalisateur de plusieurs mémoriaux en bronze du Québec, président fondateur du Rassemblement pour un pays souverain. Merci, madame. Merci d'avoir accepté ce rôle d'animatrice-présentatrice à la dernière minute. En premier lieu, je voudrais saluer la présence de quelqu'un qu'on n'attendait pas. M. Antonio Flamand, ancien député de l'Union nationale. Monsieur Flamand. Avoir su plutôt. Le monde est petit. Chers amis, distingués invités, je suis heureux de vous retrouver cet après-midi et c'est très valeureux de votre part, étant donné la température qu'il fait à l'extérieur. Je ne m'attendais pas à un aussi grand nombre de personnes. Alors, bienvenue à cette conférence sur un sujet qui, disons-le, peut paraître aride. La Constitution, il y a bien du monde qui s'en soucie pas. Hein? La Constitution, c'est quoi? Bon, c'est une loi, la loi fondamentale. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais il va y avoir des gens cet après-midi qui vont vous dire que cette Constitution-là, que l'on vit, là, celle de 1982, c'est mauvaise. Elle est très mauvaise pour le Québec et pour nos intérêts.
finalement. Pour préparer cette rencontre-là, j'ai fait quelques lectures, je vais vous en faire part. J'ai lu d'abord ce livre, ce petit livre-là d'André Binette, qui est un constitutionnaliste, Plaidoyer pour un Québec indépendant. Je vous invite à le lire. C'est tout petit, ça se lit facilement et on apprend des choses extrêmement intéressantes. Le second livre, c'est une Bible. C'est une Bible parce que Marc Chevrier, c'est un professeur à l'Université du Québec, c'est un politologue et constitutionnaliste. Il y a les deux. Alors, quand il parle, M. Chevrier, il parle d'autorité. Ces deux livres-là ensemble, je ne les résumerai pas, ce serait trop long, on en aurait plus que 5 minutes. J'ai 5 minutes. On s'est donné, le comité, 5 minutes pour la prise de parole. Je vais commencer par un mot. Connaissez-vous le fœtus? Pas le fœtus, le fœtus. Vous ne connaissez pas le fœtus? Le fœtus romain, c'est un pacte, une alliance, une stratégie que le conquérant imposait, c'est le bon mot, imposait au conquis. Un fœtus. On s'arrangeait pour pas trop piler sur leur tête, mais on s'arrangeait pour qu'ils ne se révoltent pas. On se comprend? On voulait les laisser vivre, mais en même temps, regarde, le chemin il est là, marche par là. Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, a dit des choses intéressantes sur le fœtus romain. Je vais vous en lire quelques pages rapidement, si je peux les trouver. Très important. Écoutez ça. Voici ce que disait Montesquieu au XVIIIe siècle concernant le fédéralisme. C'était une manière lente de conquérir. On vainquait un peuple et on se contentait de l'affaiblir. On lui imposait des conditions qui le minaient insensiblement. S'il se relevait, on l'abaissait encore davantage et il devenait sujet sans qu'on pût donner une époque de sa sujétion. M. Binette, le constitutionnaliste, va plus loin, lui. Lui, carrément, là, il tire la conclusion suivante. L'essence du fédéralisme est une conquête lente et continue qui relève de l'art de la gouvernance des empires, qu'ils soient romains, britanniques ou canadiens, jusqu'à l'absorption totale du peuple conquis, qu'il soit québécois ou autochtone. Cette absorption est la raison d'être et le cœur du projet constitutionnel canadien. C'est-tu assez clair? Je pense que vous avez tout compris. Je vais laisser quand même aux autres orateurs le soin d'expliquer pourquoi, là, en détail, pourquoi c'est mauvais. Là, on sait en gros là, que fédéralisme, ça signifie conquête. Il y a un lien avec la conquête. Il y a des conquérants et des conquis. On sait quel rôle on joue là-dedans. Dans notre histoire, il y a des gens qui ont utilisé ça pour leurs intérêts, pas personnels, les intérêts de conquête. Si on pense au rapport Durham, Lord Durham, tout le monde connaît Lord Durham. Bien, Lord Durham, dans un de ses, je dirais, de ses commentaires, de ses suggestions, c'était de faire une grande fédération de toutes les colonies américaines. C'était un de ses composantes de son rapport. Il avait vu, comme bien d'autres comme lui, qu'il fallait une fédération. Et l'acte d'union, qui était la continuité finalement de son rapport Durham, son rapport c'est 1840, et l'acte d'union, l'union entre le Bas-Canada et le Haut-Canada, 1840. Mais c'était juste un premier pas, là. Lui, là, il visait bien plus loin. Parce que le monde anglophone trouvait qu'il y avait trop de prérogatives au monde francophone, là. L'égalité pour eux, là, c'était inacceptable. Alors, c'était un premier pas. Il y a eu un autre pas qui a été réalisé, 1867. On connaît tous la Fédération canadienne de 1867. On l'a vécu. Pour la plupart, parce que je pense qu'à part certaines personnes un peu plus jeunes que nous, mais les gens savent c'est quoi 1867. Ce qu'on appelle la Confédération. Ce n'est pas une confédération, c'est une fédération. Et il y a eu la suite, le dernier acte.
et on espère le dernier acte au cours, celle de 1982, dont nos orateurs qui vont me suivre vont parler. Celle de Pierre Elliott Trudeau. Pierre Elliott Trudeau, son rêve, c'était justement de nous mettre en minorité, au point que nous n'ayons aucune saveur, rien de national. On voulait nous enlever notre identité propre à nous de national. Il a presque réussi. Il y a eu des choses qui sont survenues après l'adoption de cette loi-là, qui nous permettent de penser que si on a un sursaut de dignité comme peuple, on va s'en sortir. On souhaite tous que nous ayons nous-mêmes notre propre Constitution. Il faudrait que nous ayons la chance de décider par nous-mêmes et de maîtriser notre destin comme ça devrait être. Selon André Binette, l'auteur de ce livre-là, l'ordre du jour juridique est à son meilleur pour le Québec. Juridique. Parce qu'il est survenu par la suite, il y a eu le renvoi, vous vous souvenez du renvoi de Stéphane Dion à la Cour suprême, où il y avait des questions, 3 questions posées au juge, et où le Québec, avec l'ami de la Cour, Maître Jolicoeur, et André Binette, qui était un des rédacteurs du mémoire de l'ami de la Cour, l'ami Curiel, l'amicus Curiel, c'est ça. L'ami de la Cour, c'est lui qui est un des co-rédacteurs du mémoire. Et le Québec s'en est sorti. On a gagné des points. Entre autres, sur une chose extraordinaire, l'obligation de négocier dans le cas d'un résultat favorable à l'indépendance. Pensez-y un peu, là. Stéphane Dion, il a dû avaler de travers, c'est sûr, là. C'était certainement pas ce qui s'attendait des juges de la Cour suprême. L'obligation de négocier. En plus, Stéphane Dion avait dit aux juges de la Cour suprême, vous allez me dire, là, si c'est légal ou illégal une sécession dans le cadre constitutionnel canadien. Réponse de la Cour suprême. S'il y a négociation de bonne foi, oui, ça va être légal. Et s'il y a une négociation de mauvaise foi aussi, oui, ça va être légal. Alors, ils ont perdu presque sur tous les plans. Donc, sur le plan juridique, le Québec est en bonne position pour négocier et de réaliser son indépendance. Reste juste, et ça, c'est tout un défi, mais à vous voir cet après-midi, je suis persuadé qu'on va le réaliser, de remettre le projet à l'ordre du jour de l'indépendance nationale. Vive les patriotes, vive la liberté. Merci. Merci. J'inviterai maintenant Guillaume Lalonde, bachelier en études internationales de l'Université de Montréal, étudiant à la maîtrise en administration publique de l'ENAP, candidat à l'élection municipale de Saint-Eustache dans le quartier de la Seigneurie, où il est arrivé 2e à 23 ans, aspirant candidat à l'élection provinciale de 2022 sous la bannière du meilleur parti québécois. Merci tout le monde. Bonjour et merci de vous être déplacés aujourd'hui pour cet événement de commémoration du rapatriement de la Constitution canadienne. Je vais me présenter un peu, même si Priscilla l'a très bien fait. Je suis Guillaume Lalonde, j'ai 24 ans et je suis né 16 ans après le rapatriement de la Constitution canadienne. Je n'ai donc pas vécu l'époque de la nuit des longs couteaux, mais en tant que fier Québécois, mon devoir est de me souvenir. Donc, je me souviens de cette trahison historique de la part de nos voisins canadiens et canadiennes. La Constitution est un ensemble de règles que l'on se donne quand on forme un État. En gros, ce sont les règles du jeu. On détermine qui fait quoi et on se donne des moyens pour pallier à une situation, le cas échéant. Cela étant dit, celle du Canada ne s'applique pas très bien aux valeurs québécoises. On pourrait presque dire qu'ils se sont entendus sans nous consulter. J'ai eu l'occasion, durant mon parcours universitaire, de faire des cours de droit constitutionnel et j'ai apprécié comprendre ce livre rempli de façons de faire, mais qui semble tout de même un petit peu dépassé par les événements modernes. Commençons avec la première phrase de 1982.
attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Dieu est avant la primauté du droit. Personnellement, en tant que jeune aspirant politicien, je suis né après l'époque religieuse au Québec, lorsqu'on avait une grosse influence religieuse beaucoup moins importante pour les générations d'aujourd'hui. On note donc immédiatement une forte lacune dans le texte de cette jolie Constitution. La religion ne faisant plus partie des coutumes populaires et dans le préambule des règles du jeu, sachant que la nation québécoise a décidé de s'en débarrasser lors de la Révolution tranquille. La Constitution était donc déjà dépassée au moment d'être écrite. Ensuite, cette Constitution conserve les valeurs de partage des compétences inscrites aux articles 91 et 92 de la Constitution de 1867. On avait donc prévu qu'à travers les époques, les compétences devaient être bien distinctes dans cet État fédéré. Donc, quand on lit par exemple que la poste et les banques sont une affaire du fédéral, bien, ça semble être respecté du côté du gouvernement du Québec. On ne voit pas de tentative d'empiéter de la part du gouvernement du Québec sur les compétences fédérales. Faisons le chemin inverse. Nos voisins et amis du gouvernement canadien ont écrit dans la Constitution que la santé est une affaire provinciale. Le Québec, pour l'instant, toujours assujetti à cette Constitution, malgré l'absence de la signature aujourd'hui et pour toujours, est censé administrer son système de santé. Le rôle du Canada est de lui donner l'argent nécessaire pour faire en sorte qu'il l'administre correctement. D'ailleurs, sans vendre le punch de mon ami Luc, le Bloc québécois est toujours notre chien de garde en ce qui concerne la protection des compétences du Québec, tout en demandant que ces transferts soient faits sans condition. Or, que voyons-nous de manière répétée en ce moment? Une mobilisation de la part du gouvernement fédéral pour dire aux provinces comment administrer l'argent en santé, sans expertise. Nous en sommes donc déjà à 2 exemples sur des milliers que le Canada, qui a écrit et signé la Constitution, sans le Québec, c'est important, ne la respecte même pas. La primauté de Dieu et le partage des compétences. La Constitution canadienne ne représente pas non plus les intérêts du Québec en matière d'environnement. Nous, Québécois et Québécoises, souhaitons refuser de la part du gouvernement fédéral de nous imposer des pipelines sur notre territoire. Pendant ce temps-là, le candidat à la chefferie conservatrice Jean Charest, notre ancien premier ministre, promet d'en construire des nouveaux s'il est élu. C'est signe de notre perte de temps à vouloir négocier avec nos voisins qui ne font que nous dire non. Maintenant, souvenons-nous de l'échec de l'accord du lac Meach. Le gouvernement libéral de Bourassa, qui était fédéraliste, toutefois nationaliste, un peu comme quelqu'un qu'on connaît bien, avait accepté de bonne foi de discuter avec les dirigeants des autres provinces et du Canada. Le litige en cause dans cet accord était la reconnaissance du Québec comme société distincte au sein du Canada, en plus de l'augmentation des pouvoirs aux provinces en matière d'immigration. Les deux ont été refusés et l'accord a été enterré, ce qui a mené à la célèbre phrase de Robert Bourassa, « Le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte ». Donc, cette belle Constitution qui nous lie tous et toutes nous refuse, cette semaine encore, des pouvoirs accrus en immigration. Le premier ministre François Legault, cette semaine, demandait alors « Nous, on pense que c'est l'immigration qui fait la différence. C'est ce qui est important. C'est de récupérer tous les pouvoirs, incluant le regroupement familial, puis d'être exigeant sur la reconnaissance du français. C'est là qu'il y a du travail à faire. » Il a raison. À cela, le premier ministre de la nation voisine lui a répondu tout simplement « Non ». Un article de la presse nous rappelait que la demande du Québec de gérer lui-même son immigration en était une souvent formulée, et que malgré ce champ de compétences partagé entre les deux paliers, celui qui décidait, finalement, c'est le gouvernement fédéral. Or, comme il est coutume de le faire d'ailleurs, de la part des gouvernements fédéralistes, le gouvernement provincialiste demande, se fait refuser, ce qui devient particulièrement problématique quand on parle de la protection de notre langue française sur le continent nord-américain. Mais c'est la politique fédéraliste du gouvernement caquiste. On demande, on se fait refuser et on oublie. Mais ce n'est pas la devise du Québec. Nous, c'est « je me souviens ». Et je me souviens aussi du bilinguisme, une valeur canadienne. Celle-là non plus pas respectée, avec une représentante de l'État canadien, la gouverneure générale, certes bilingue, mais l'une des deux langues n'est même pas le français. Ça a été déclaré anticonstitutionnel, d'ailleurs. Notre Constitution était donc déjà dépassée au moment de son rapatriement et est aujourd'hui désuète, oubliée et dérogée à profusion par l'État qui l'a rapatriée. Aujourd'hui, même si l'accord est signé, il n'y a pas la signature du Québec. Il n'y a pas de consensus et ça finit avec nous qui sommes seuls dans notre coin à devoir se défendre à l'aide de notre État qui, aujourd'hui, accepte les échecs suite à ses nombreuses demandes. Mais il y a une solution à ces revers. Elle existe. On l'a essayé 2 fois et peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont essayé. On était vraiment proches.
Puis très probablement qu'il y a des gens dans la salle qui ont essayé, parce qu'on est sur un territoire patriote ici à Saint-Eustache. Donc, notre seule façon d'exister pleinement et d'arrêter de se faire dire non, c'est de se dire oui. C'est notre seule façon de dire au gouvernement canadien qu'au Québec, on n'a pas besoin de se faire dire quoi faire, encore moins sans notre accord. C'est le projet que seul notre Parti québécois porte, c'est celui de notre magnifique indépendance. Merci. Merci, Guillaume. Bon. Je présente maintenant M. Luc Desilets, auteur de plusieurs romans, dont un sur l'œuvre de son père, Antoine Desilets, pionnier de la photographie de presse au Québec, directeur de plusieurs écoles de la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, très engagé dans sa communauté, notamment auprès du groupe Action Jeunesse, de Jeunesse à tout et de l'Association québécoise des directions d'école. Mais surtout, député du Bloc québécois de Rivière-des-Mille-Îles depuis 2019. Merci, Patricia. Bonjour, chers amis, chers concitoyens, chers électeurs. Ça fait grandement plaisir d'être ici. Hey, c'est Daniel qui vient d'arriver. Monsieur Daniel Goyer, député, ex-député du Parti québécois dans la circonscription de Deux-Montagnes. Bonjour, Daniel. Merci au Rassemblement pour un Québec souverain, présidé par M. Benoît Roy. Benoît, je réitère ce que je te dis depuis des années. Tu as un charisme, tu t'exprimes de façon admirable. C'est beau, c'est logique, tu as une parole fluide. Tu ferais un bon député. C'est tout. Mais il n'y a pas de place présentement dans la circonscription. Elle sera comblée par Guillaume sous peu. Alors, merci, oui, au Rassemblement d'avoir créé cet événement-là, 40 ans après. Merci à la bibliothèque de nous accueillir. Très jolie salle. Merci à Guillaume. Guillaume, tu es là. Guillaume, qui a été un de mes élèves au programme d'éducation internationale à la Polyvalente de Deux-Montagnes. Guillaume, qui a travaillé pour moi pendant plusieurs mois, puis il m'a carrément flushé pour aller faire de la politique municipale. Guillaume, c'est un gars brillant, c'est un gars qui, lors de l'entrevue que j'ai faite avant de l'engager, évidemment, mais pour l'engager, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, puis il m'a décrit un petit peu le cheminement qu'il voyait. Il m'en va au municipal. Après ça, je regarde ça aller. Après ça, je me présente au fédéral. Et après ça, je reviens au provincial. Bon, il a sauté une étape. On verra ce que ça va donner. C'est peut-être ça qui va te nuire, là, Guillaume. Mais Guillaume, nous avons, parce que moi, je suis dans la circonscription à côté, au provincial. Mais vous avez un excellent candidat, Guillaume. Il a de l'énergie, c'est un gars brillant, c'est un gars qui a une lecture politique très, très intéressante. Et maintenant, moi, je suis impressionné, encore une fois. Je n'ose pas vous regarder, M. Flamand. Nous avons avec nous, ça a été dit tantôt, M. Antonio Flamand. C'est pas n'importe quoi. C'était pas prévu. Je ne savais pas que vous étiez pour être là. Sinon je vous aurais préparé deux pages de lecture ou d'exposé. Ça fait vraiment plaisir de vous voir là. J'ai eu le bonheur de jaser un petit peu avec vous. J'espère qu'on aura du temps par après aussi. Autour de M. Bastien, maintenant. Moi, j'aime ça donner. C'est donner au suivant. Dire aux gens comment est-ce qu'ils sont, puis qu'on les aime, puis pas juste parler de nous autres mêmes. M. Bastien, moi, ça me fait grandement plaisir de partager cette tribune-là, puis c'est un honneur pour moi. M. Bastien a été candidat à la chefferie du Parti québécois. Il est encore hyper impliqué, évidemment, au niveau de cette instance, ou plus au niveau de la souveraineté, je dirais. C'est un homme d'une grande intelligence et d'une acuité intellectuelle qui sort de l'ordinaire. Vous ne rougissez pas par moment? D'accord. Vraiment, une acuité intellectuelle qui sort des normes habituelles, selon moi. Je vous encourage fortement à acheter ce livre-là. Moi, je vais lui en racheter une deuxième copie tantôt pour pouvoir avoir une petite dédicace de sa part. J'ai donc un énorme respect pour vous, je tiens à le dire sur cette tribune, et j'ai hâte de vous entendre tantôt.
En 2013, avec l'apparition de la bataille de Londres, Dessous, secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel aux éditions Boréal, il a mis, il faut dire, autour de 7 ans, si je ne me trompe pas, à bâtir, à créer cette œuvre magistrale, à faire surtout des recherches impressionnantes. Il est allé dans des zones où peu de gens sont allés. Il est historien, vous le savez, et il s'est inspiré d'écrits britanniques. Il est allé fouiller dans des catacombes, dans les archives du Forsyth Office. Mon anglais est vraiment magnifique, hein? Forsyth Office à Londres. Et lorsqu'il a sorti ce livre-là, ben, il y a eu une petite onde de choc. Bastien allègue là-dedans, sur ça l'appui, que des juges de la Cour suprême du Canada auraient fait pression sur le gouvernement britannique et canadien pour faire enchasser dans la Constitution une charte des droits et libertés. Avant le rapatriement de la Constitution et la signature, des juges auraient sciemment fait fi du principe le plus sacré de toute démocratie, la séparation des pouvoirs, pour ainsi faire valoir leurs idées. C'est pas n'importe quoi. Il va vous l'expliquer mieux que je viens de le dire. Des juges de la Cour suprême qui prennent un verre avec des députés, des ministres canadiens et britanniques dans des cocktails. C'est pas nécessairement comme ça que ça devrait fonctionner. J'en ai besoin? Merci, Patricia. Alors, c'est pas comme ça que ça devrait fonctionner. Une démocratie, il y a un partage des pouvoirs et on joue sur notre terrain de jeu. Bref, le Québec, je pense, vous doit beaucoup d'avoir souligné, d'avoir écrit sur ça, et ça demeurera un ouvrage historique important, j'en suis convaincu. C'est un épisode, le rapatriement de la Constitution, un épisode triste, évidemment, et méconnu surtout des jeunes. Guillaume, tu y as fait allusion tantôt. Notre histoire au Québec, on ne la traite pas comme on devrait la traiter. On ne la chérit pas comme on devrait le faire. Notre histoire, il y en a une partie, un volet qui a peut-être été modifié aussi dans le temps. Parce que ce n'est pas nous qui écrivions pour les Québécois ou pour les Canadiens il y a quelques décennies. Et les écrits qu'on peut lire et sur lesquels encore certains se basent ne sont pas le fruit de ce que devrait être une recherche historique, l'histoire vraiment du Québec. Mais c'est grâce, je pense, à des ouvrages comme celui de Frédéric qu'on va, à un moment donné, classer et mettre aux poubelles certaines facettes qui ne sont pas véridiques. Bon, bref, en 2021, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il allait modifier sa partie de la Constitution canadienne en y inscrivant que le Québec était une nation distincte. L'histoire s'est faite de phénomènes de rupture et de continuité. On regarde une belle ligne du temps. Puis moi, quand je pense à l'histoire, j'ai toujours la ligne du temps que j'avais dans ma classe au secondaire. Et ça revient beaucoup à ça, une série de ruptures et de continuité. Je discerne, moi, dans le rapatriement de la Constitution, une rupture et dans les 40 années qui ont suivi, une certaine continuité. Durant la campagne référendaire de 1980, Trudeau père, pas de réaction, Trudeau père fait une annonce particulière, quelques jours avant le vote, évidemment. Il dit, si la réponse à la question référendaire est non, ce non sera interprété comme un mandat pour renouveler le fédéralisme. Juste ça, puis tout ça à la fois. Beaucoup vont comprendre dans cette phrase que Trudeau père, il ne fonctionne pas de façon ce micro-là, hein, que Trudeau père allait offrir un tout petit peu d'autonomie au Québec et aux provinces.
Pas besoin de lire beaucoup entre les lignes ou entre les mots pour comprendre cela, il me semble. Il souhaite initialement rapatrier la Constitution de manière unilatérale, c'est-à-dire sans même consulter les provinces. Il s'en abstient, évidemment, vu des protestations de plusieurs. Le Québec et les provinces craignent avec raison que le fédéral saisisse l'occasion pour concentrer son pouvoir. Concentrer son pouvoir, il me semble que c'est quelque chose qu'on entend de façon récurrente. Nous avons un gouvernement fédéral hyper centralisateur. Je ne vous apprends rien. De nouvelles négociations démarrent à ce moment-là. Aucun statut pour le Québec. Aucun pouvoir particulier pour le Québec, évidemment. Absence de mécanisme de protection de la langue française et de la culture québécoise. Forte tendance centralisatrice, c'est dans l'ADN des libéraux. René Lévesque, à ce moment-là, a vraiment toutes les raisons du monde de rejeter ce document qui méprise, une fois de plus, le Québec et ses aspirations nationales. Le 4, Frédéric, ils sont très, très à l'écoute. Ça, c'est le prof en lui, hein. Il vérifie si tout le monde écoute. Le 4 novembre 81, dans la cuisine de l'hôtel Château-Laurier d'Ottawa, et c'est drôle, j'y étais il y a 2 semaines. J'ai séjourné, on avait un caucus au bloc, et c'est là que j'ai décidé volontairement d'aller passer 2 nuits. Je ne sais pas trop. Il y avait quelque chose dans l'air, il y avait quelque chose qui me disait que je devais... C'était la première fois que j'y allais d'ailleurs. Alors, j'ai dormi là. Donc, novembre, le 4 81, dans la cuisine de l'hôtel Château-Laurier d'Ottawa, les premiers ministres de province, à l'exception d'un seul, s'entendent pour signer la Constitution. C'est ce qu'on appellera la nuit des longs couteaux, évidemment. En avril 82, la reine, notre très chère reine d'Angleterre, vient au Canada et appose sa signature au dit document. Ça y est, maintenant, le Canada est un pays souverain. Loin d'accorder plus d'autonomie aux provinces, la Constitution centralise davantage de pouvoir, c'est clair, à Ottawa. Quant à la Charte canadienne des droits et libertés, qui s'y trouve enchâssée, elle augmente de façon très significative le pouvoir des juges de la Cour suprême chargés de leur interprétation. Loin d'unifier le Canada, le rapatriement de la Constitution est probablement un des événements les plus clivants de l'histoire du Canada, abstraction faite de nous qui l'avons vécu de façon dramatique et avec raison. Avec la négociation des accords du lac Meach, on parle de 87, de Charlottetown, 91-92, Brian Mulroney est arrivé puis a tenté de colmater la brèche. Beaucoup d'entre nous y avons cru. Brian Mulroney veut amender la Constitution de manière à satisfaire les exigences québécoises pour leur reconnaissance en tant que société distincte à l'intérieur du Canada. Par 2 fois, on le sait tous, ces négociations-là ont échoué. Beaucoup de Québécois sont convaincus que la coexistence du Québec avec le Canada est impossible. Mais de là à franchir le pas, plus difficile. C'est la raison pour laquelle Lucien Bouchard fonde le Bloc québécois en 1991, pour promouvoir l'indépendance du Québec en attendant qu'elle se fasse, évidemment, en défendant les intérêts des Québécois à Ottawa. L'échec de Meach et de Charlottetown tient aussi pour beaucoup dans l'organisation d'un second référendum sur la souveraineté en 1995. En effet, le Bloc québécois n'aurait pas vu le jour sans l'échec, je crois, des accords du lac Meach et de Charlottetown. Ça, c'est le genre de choses que j'aimerais tellement discuter avec vous, M. Bastien, autour d'une bière, un dimanche après-midi, par un beau soleil sur ma terrasse. Je peux pas, il faut que j'aille voir ma fille. Non, pas ça. Bref, 17 avril 82, l'arrogance et la traîtrise de Pierre Elliott Trudeau lui ont valu de scinder le pays, alors qu'il cherchait supposément à l'unifier. Mais cherchait-il vraiment à l'unifier? 15 juin
2021, le Bloc québécois fait renaître à la Chambre des communes, fait reconnaître plutôt à la Chambre des communes que le Québec est une nation distincte, que la seule langue officielle et commune était le français, et est le français. C'est un moment historique. C'est un moment historique qui n'est pas passé dans du beurre comme dans du beurre, mais qui aurait dû, je pense, sonner des cloches, ouvrir des oreilles plus que cela ne l'a fait. On est aujourd'hui en 2022 et je suis prêt à dire que mon engagement politique, moi personnellement, et celui de mes collègues à Ottawa, tient un peu sa source de cette trahison-là, en quelque part. Cheminement, j'ai souhaité vous présenter, nous amène à cela. Je pense que... Non, je vais arrêter là. J'étais encore pour vous complimenter puis ouvrir la porte. Nous avons vécu, certains d'entre nous, puis oui, effectivement, il y a beaucoup de têtes blanches ici. On a vécu ça difficilement. On a eu des claques sur la gueule à répétition. Oui? Nous avons eu des claques sur la gueule à plusieurs reprises. Nous avons eu des claques à la figure à maintes reprises au cours des dernières décennies. J'ai toujours, dans ma grande naïveté, de la difficulté à comprendre pourquoi on fait du surplace. J'ai beaucoup de difficultés. On a eu l'occasion, lors du caucus où je suis allé au Château-Laurier, il y a 2 semaines, caucus du Bloc québécois de 2 jours qui ne parlait que d'indépendance. On a eu l'occasion de recevoir M. Léger, qui a fait un petit sondage pour le Bloc québécois et qui nous a démontré que de façon constante dans le temps, l'option, non pas souverainiste, mais l'option indépendantiste continue de stagner, mais d'être à 37 37 %. Là, vous allez dire, ça ne se peut pas. Regardez, 9 % pour le PQ actuellement. Si nous allons chercher à l'intérieur des 3 partis qui se disent souverainistes et indépendantistes par moment, les votes indépendantistes, nous avons 37 %. 37 %. C'est pas n'importe quoi, ça. Alors, quand on entend à quelque part, ou à dès quelque part, que l'option, elle est morte, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. J'ai assez parlé parce que j'avais 5 minutes. Monsieur Roy, merci beaucoup encore de cette initiative. Et je te laisse présenter M. Bastien. J'espère que tu iras avec des propos aussi élogieux que les miens. Passe-toi un peu. En fait, ce que je disais, c'est que Luc a volé tous mes punchs de présentation. Mais j'avais envie de le taquiner un peu parce qu'en fait, j'ai travaillé pendant un peu plus de 2 ans avec Luc. Puis encore aujourd'hui, il m'appelle Patricia et non pas Priscilla, tu sais. Donc, je présente maintenant M. Frédéric Bastien, historien, professeur, journaliste et homme politique québécois, auteur du livre « La bataille de Londres », candidat à la chefferie du Parti québécois en 2020 et président du groupe Justice pour le Québec. Alors, d'abord, est-ce que c'est bon pour le son? Oui, c'est bon, parfait. Merci à Benoît d'avoir organisé cette activité aujourd'hui. Merci, il y a plusieurs personnes que je dois remercier. Martin qui fait la caméra, celui qui m'a donné un lift, François Doré, qui me donne souvent des lifts, qui est un conducteur émérite, qui est assis en arrière ici. Merci, François, pour tes talents de pilote automobile. Il y a M. Flamand ici, qu'on a salué déjà à quelques reprises, qui me prodigue souvent ses conseils. Merci, Antonio, n'est-ce pas? Je salue évidemment Luc Desilets, le député du Bloc, qui vient juste de parler. Et également, je voudrais remercier Priscilla, n'est-ce pas, pour les quelques bons mots qu'elle a dit à mon endroit. Et je dois vous confier que j'avais préparé une liste de qualités, mais je pensais que c'était Benoît qui allait me présenter. Alors, vous savez, c'est très, très bon pour l'ego d'avoir quelqu'un qui dit tout haut, tout le bien qu'on pense tout bas de soi-même, qu'on n'ose pas dire, parce qu'on aurait l'air vantard.
Alors, dans ma liste, j'avais intelligent, gentil, beau, sexy, etc. J'avais une longue liste. Mais malheureusement, tout ça s'est écroulé puisque ce n'est pas Benoît qui m'a présenté. Alors, trêve de plaisanterie, si vous me permettez, nos ennemis politiques, nos adversaires, les fédéraux, n'arrêtent pas de dire qu'évidemment, la Constitution, ce n'est pas une question importante. Alors, on est dans la première belle fin de semaine du printemps. Il y a une salle ici, ma foi, pas mal bien remplie de gens qui ont sacrifié quelques heures de leur temps, de cette magnifique température, de ce début du mois de mai, pour venir assister à un événement sur les 40 ans du rapatriement de la Constitution. Eh bien, ça me fait dire que les Québécois comprennent instinctivement que la question constitutionnelle, c'est une question extrêmement importante. Pourquoi est-elle importante? Cette question, elle est importante parce que c'est évidemment la question du statut du Québec dans le Canada. C'est la question de savoir si nous formons ou pas une nation. Cette question-là, elle est fondamentale et puisque je soulève la question, je vous la pose. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que le Québec forme une nation? Oui. Je voudrais qu'on nous entende à Ottawa. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que nous formons une nation? Oui. Voilà, exactement. C'est la réponse que j'attendais. Ça m'aurait très surpris que les noms fusent de la salle et je me serais dit, je ne suis pas devant le bon auditoire. Donc, la question de la nation, c'est une question fondamentale. Et tout à l'heure, Luc parlait du référendum de 1980. C'était évidemment une des questions fondamentales de ce référendum. Et comme Luc l'a rappelé également, un des moments forts de ce premier référendum, un des points d'orgue de ce premier référendum, ça a bien sûr été l'engagement solennel pris par M. Trudeau le 14 mai 1980, 6 jours avant le vote fatidique du 20 mai. M. Trudeau, qui, comme l'a dit Luc, s'était engagé à renouveler le fédéralisme, à renouveler la Constitution, et qui avait dit, et je le cite, « Nous mettons nos sièges en jeu pour avoir du changement. » Alors, les mots que M. Trudeau avait dit, il avait tapé sur son lutrin pour bien insister, pour bien marquer le coup, et il avait donc pris cet engagement solennel aux Québécois, devant les Québécois. On connaît la suite. Et la suite, qu'est-ce que ça a été? Eh bien, la suite, ça a été évidemment la nuit des longs couteaux. Ça a été l'isolement du Québec. Ça a été les provinces alliées du Québec qui ont abandonné le Québec et qui ont rallié Ottawa. Et ça a été vraiment nous qui sommes un des peuples fondateurs du Canada qui avons été exclus de la Constitution. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que cette opération s'est faite avec l'appui de l'immense majorité de nos élus à Ottawa, ceux qui nous représentaient à Ottawa. Et parmi ceux-là, parmi ces députés qui ont appuyé M. Trudeau à l'époque, ceux qui sont encore vivants aujourd'hui continuent de dire que, mon Dieu, c'était merveilleux ce qui s'est passé en 82. Ça a été un jour fantastique et super pour le Québec. Alors, je pense à des gens comme M. Joyal, Serge Joyal, ancien député, Céline Hervieux-Payette, une ancienne députée. Je pense à des gens comme, évidemment, Jean Chrétien, qui était évidemment ministre de la Justice avec M. Trudeau et qui est, comme vous le savez, par la suite devenu premier ministre. Je pense à des gens comme Marc Lalonde, un ancien ministre de M. Trudeau. Alors, je ne sais pas s'il y a des liens de parenté avec Guillaume. Aucun dit-il. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Marc Lalonde. Marc Lalonde qui disait devant les médias il y a 2 semaines que le rapatriement de la Constitution avait drôlement bien servi les Québécois. Drôlement bien servi, a-t-il dit. Eh bien, si vous me permettez, j'aimerais qu'on explique à M. Lalonde quelles ont été les conséquences de ce rapatriement de la Constitution. La Constitution de 82 consacre l'égalité des provinces. Ça veut dire qu'on a rabaissé le Québec au même rang, au même statut que la Saskatchewan ou que l'île du Prince-Édouard. Alors, j'aimerais qu'on réponde à M. Lalonde, est-ce que la Constitution de 82 a drôlement bien servi le Québec? Non, exactement, c'est la réponse que j'attendais. Vous avez bien répondu, bravo. Je poursuis. La Constitution de 1982 nous a enlevé notre droit de veto. Et c'est la Cour suprême qui s'est chargée de cette opération. Comme je l'ai démontré dans la bataille de Londres, il y a 2 juges qui ont agi illégalement pour donner de l'information privilégiée aux fédéraux pour les aider à rapatrier la Constitution sans notre accord, pour permettre aux provinces anglophones et au gouvernement fédéral de se liguer contre nous.
Alors, encore une fois, je vous pose la question, on répond à M. Lalonde, est-ce que le rapatriement a drôlement bien servi les Québécois? Non. Voilà, encore une nouvelle bonne réponse. Vous passez très bien votre examen, j'en suis très heureux. Alors en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que sous couvert de justice, on a usurpé nos pouvoirs. Sous couvert de justice, on a invalidé nos lois dans nos champs de compétences exclusifs. Sous couvert de justice, on nous a imposé le bilinguisme canadien de façon à angliciser le Québec. Sous couvert de justice, on nous a imposé le multiculturalisme canadien qui nous rabaisse au statut d'une minorité culturelle quelconque dans le grand Canada multiculturel qui nie notre identité de nation fondatrice du pays. Alors, M. Lalonde, cessez de mentir depuis 40 ans et reconnaissez que le rapatriement de la Constitution, c'est une trahison, c'est une injustice. Et c'est pour cette raison que j'ai déposé un recours judiciaire pour contester la loi constitutionnelle de 1982, parce que nous devons utiliser tous les moyens à notre disposition pour combattre ce coup d'État pernicieux et permanent qui a été fait contre notre nation. Alors, ça a été une catastrophe. Et ça a tellement été une catastrophe qu'à 2 reprises, on a tenté de réparer les pots cassés. Et tout à l'heure, Luc en parlait. Je parle bien sûr des accords du Lac-Meech et de Charlottetown. 2 accords qui ont déraillé. Pourquoi ces accords ont-ils déraillé? Ces accords ont déraillé parce qu'on nous reconnaissait comme une société distincte, parce que les Canadiens anglais ne voulaient pas nous reconnaître comme une société distincte, parce que les Canadiens anglais ne voulaient pas nous reconnaître comme une nation. Alors, ces 2 échecs nous ont menés au référendum de 1995, et encore une fois, Luc en a parlé tout à l'heure. Et donc, durant ce référendum de 1995, M. Chrétien, alors qu'il était maintenant devenu premier ministre, a fait exactement comme son mentor, M. Trudeau, avait fait avant lui, en 1980. M. Chrétien s'est employé à nous duper, à nous tromper, à nous mystifier, parce que, souvenez-vous, 3 jours avant le vote, M. Chrétien aussi nous a promis du changement. Souvenez-vous quand il s'est adressé à la nation québécoise, cette fois par le truchement de la télévision, M. Chrétien, alors que le vote pour le oui montait dans les sondages, le 27 octobre 1995, M. Chrétien qui a dit « J'ai entendu la voix du changement qui vient du Québec ». Et il y avait des premiers ministres dans les autres provinces qui se faisaient l'écho de M. Chrétien. Mike Harris, en Ontario, qui disait « Oui, on va décentraliser le Canada ». M. McKenna, du Nouveau-Brunswick. M. McKenna, qui a été le premier à s'attaquer à la clause de société distincte. M. McKenna, tout d'un coup, Frank McKenna, qui disait qu'il fallait ressusciter la société distincte. Frank McKenna, celui qui crie au loup dans le poulailler alors que c'est lui-même qui a égorgé les poules. Et là maintenant, qu'est-ce que ça nous a donné comme changement d'avoir voté non une 2e fois en 1995? Premier changement, le programme des commandites. On a donné de l'argent à des bandits amis du régime fédéral. Et là, ils nous ont tapissé le Québec avec des drapeaux du Canada. Ils nous ont vendu avec l'argent de nos impôts des hochets aux couleurs de l'unifolié, comme si on était une bande de demeurés. 2e changement, on nous a imposé la loi sur la clarté référendaire. La loi sur la clarté référendaire qui nie notre droit à l'autodétermination et qui nie l'existence de la nation québécoise. Voilà les changements qu'on a faits. Les 2 référendums, ça me fait extrêmement penser, en fait, à différents épisodes de notre histoire et ça me fait particulièrement penser aux 2 crises de la conscription. En 1914, la guerre commence en Europe et là, les fédéraux, pour avoir notre appui, nous promettent qu'il n'y aura pas de conscription. 3 ans plus tard, en 1917, on nous a imposé la conscription. En 1939, la Deuxième Guerre mondiale commence. Encore une fois, les fédéraux, pour gagner notre appui, nous promettent qu'il n'y aura pas de conscription. 5 ans plus tard, en 1944, on nous a imposé la conscription. L'épisode des 2 référendums, ça me fait également penser à toute la question du français dans l'Ouest au 19e siècle,
Comme vous le savez, il y avait beaucoup de francophones dans l'Ouest au 19e siècle, notamment beaucoup de métis francophones. Alors on leur a dit, joignez-vous au Canada, on va créer une province, vos droits vont être reconnus dans la Constitution. Et on a créé le Manitoba, on a donné des droits constitutionnels aux francophones. Et comment ça a fini? Ça a fini avec la pendaison de Louis Riel. Et quand les Anglais ont pendu Louis Riel, ils ont éradiqué la culture française de tout l'Ouest canadien, qui a été réduit à sa plus simple expression, à une peau de chagrin. C'est ça qui est arrivé dans l'Ouest canadien. C'est ça l'histoire du régime fédéral. C'est une arnaque à grande échelle. C'est une injustice après une autre injustice, génération après génération. Et c'est pour cette raison que j'ai créé l'organisation Justice pour le Québec, parce qu'il faut se battre collectivement pour obtenir justice, les injustices qui ne cessent jamais pour notre peuple. Et après chaque coup de force, après chaque coup fourré, après chaque coup bas, et il y en a beaucoup des coups qui nous sont donnés, les fédéraux utilisent toujours la même tactique. Il s'agit d'essayer de nous endormir. Il s'agit de nous faire croire que l'injustice qu'on a subie, que tout ce qui s'est passé, ça n'a pas d'importance, que c'est pas quelque chose, des choses auxquelles on doit porter attention et qu'il faut oublier, etc. Dormez, bonnes gens, n'est-ce pas? Et un de ceux qui a très bien utilisé cette stratégie, qui l'a très bien compris, qui l'a très bien mise de l'avant, c'est nul autre que Jean Chrétien. Alors, après les épisodes de constitution, référendum dont on s'est parlé, M. Chrétien s'est mis à dire que là, maintenant, il fallait parler d'économie. La Constitution, ce n'était plus important, c'était une espèce de faux sujet. Et moi, je me souviens très bien d'une intervention que M. Chrétien avait faite, et il avait dit ceci. « Bien, écoutez, le chômage, la Gaspésie, que voulez-vous? La Constitution, mais ça ne lui dérange pas! » Alors, ça a été ça. Alors, voyez-vous, ce qui est drôle avec Jean Chrétien, c'est que vous n'avez pas besoin d'exagérer, vous n'avez pas besoin de caricaturer, vous avez juste besoin de répéter mot pour mot ce qu'il a dit, et ça fait rire à tous les coups. Alors, je vois Bernard Larain dans la salle, il m'a entendu plusieurs fois raconter cette anecdote de Jean Chrétien, et il a toujours le sourire fendu aux lèvres, du moins je le devine sous ton masque, Bernard. Donc, vous faites que répéter, et les gens rient le sourire aux lèvres. Et c'est devenu le discours des fédéraux. Hein? C'est pas important, dormez, bonnes gens, occupez-vous d'autres choses, circulez, il n'y a rien à voir. C'est le même discours, le même genre de discours que M. Harper nous a servi en 2013, quand mon livre sur la bataille de Londres est paru. Alors évidemment, on en a parlé un peu tout à l'heure, Luc en a parlé, il y a au moins 2 juges de la Cour suprême qui ont agi illégalement pour aider les fédéraux à rapatrier sans nous la Constitution, ce qui évidemment est illégal. Et donc, c'est les archives britanniques qui nous ont révélé ces événements, qui nous ont révélé ces coulisses du rapatriement. Et donc, l'Assemblée nationale a exigé du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral, qu'on rende public les archives du rapatriement, parce que figurez-vous que moi, quand j'ai écrit La bataille de Londres, les fédéraux m'ont remis des documents censurés. Les fédéraux continuent de nous cacher l'information concernant le rapatriement de la Constitution, incluant à l'heure où on se parle. Et là, qu'est-ce qu'a répondu M. Harper? Bien, M. Harper a répondu, bien, on ne fera pas ça, nous, on veut s'occuper d'économie. Notre priorité, c'est l'économie. Comme si de rendre public les archives, de dire aux archivistes là, à Ottawa, sur la rue Wellington, laissez les gens qui s'intéressent à la question, laissez-leur consulter les archives, tout ce qu'on vous demande. Et là, M. Harper dit, non, le chômage va monter, le déficit va se creuser. On ne peut pas permettre aux gens de consulter les archives de la Constitution, voyons donc. On nous prend vraiment pour des valises. On prend les Québécois pour des imbéciles quand on nous sert ce genre de réponse. Et à l'époque, dans l'opposition, Justin Trudeau avait fait cause commune avec M. Harper. Hein? Alors, exactement le même discours que M. Harper. Et ça m'amène justement à parler un peu de M. Trudeau. En 2017, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement fascinant, si j'ose dire. À l'époque, on était dans le gouvernement Couillard, si vous vous souvenez, et M. Couillard avait fait une demande pour modifier la Constitution. M. Couillard avait déposé une politique qui disait un jour, il va falloir rouvrir la Constitution. Et là, 3 fois en une semaine, M. Trudeau a répondu à M. Couillard. Premièrement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution.
Deuxièmement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution. » Et troisièmement, il lui a dit « Non, on ne rouvrira pas la Constitution. » C'est vraiment fascinant, M. Trudeau. M. Trudeau qui dit oui à toutes les demandes d'accommodement religieux venant de toutes les communautés culturelles possibles et imaginables. M. Trudeau qui a donné des centaines de milliers de dollars à des groupes islamistes, ouvertement antisémites, ouvertement sexistes, alors qu'il leur a donné des centaines de milliers de dollars, mais quand c'est le temps du Québec, alors là, par contre, c'est toujours non, non et non. Alors, tout est fait du côté des fédéraux pour que le Québec s'éclipse, pour que le Québec s'efface, pour que le Québec s'écrase. C'est ça la stratégie des fédéraux. Et une autre excuse qu'on utilise pour nous oublier, pour qu'on ne dise rien, qu'on reste assis, couché à terre, qu'on dise absolument aucun mot, c'est de dire que c'est des vieilles chicanes. Ah bien, c'est formidable, ça, comme stratégie, de dire que c'est des vieilles chicanes. C'est nous qui avons subi des injustices. C'est nous qui continuons de subir des injustices. Puis on vous dit, ah, vous n'allez pas commencer la chicane. Vous êtes des chicaniers. Vous cherchez la dispute. Vous voulez nous diviser. Alors on blâme la victime. C'est vous, la victime, qui êtes responsable. Vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. C'est ça le genre de discours qu'on nous sert. Une autre excuse, c'est que ce n'est pas important. Ah, la Constitution, ce n'est pas important. On sait tous que ça ne concerne personne, ça ne touche pas la vie des gens. Tout le monde, les gens n'en ont rien à battre, si vous permettez une expression familière de la Constitution. Je prends un exemple. Prenons l'exemple d'une jeune femme qui s'appelait Anuja Bhaskaran, une femme d'origine sri-lankaise qui était venue s'établir au Québec pour avoir une vie meilleure, pour recommencer sa vie. Cette jeune femme, en 2013, elle avait tout l'avenir devant elle et elle a été assassinée. Son mari a été accusé, il a été arrêté et après quelques années, il est sorti de prison. Toutes les accusations contre lui ont été abandonnées. Pourquoi? Elles ont été abandonnées en vertu d'une décision de la Cour suprême, évidemment une décision basée sur la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour suprême a dit que le Québec violait la Charte canadienne parce que les délais judiciaires étaient trop longs au Québec et par conséquent, il fallait libérer des gens accusés. Il fallait libérer des gens comme le mari de Mme Bhaskaran. Il y a un policier qui a témoigné dans les médias à l'époque, qui était un enquêteur au dossier et qui a dit « La preuve contre le mari de Mme Bhaskaran était une preuve accablante. » Et cet homme, aujourd'hui, contre qui pesait une preuve accablante, cet homme est libre comme l'air. Prenons d'autres exemples. Des présumés fraudeurs, des présumés escrocs, comme Nathalie Normando, l'ancienne ministre libérale qui a été mise en cause, comme vous le savez, lors de la commission Charbonneau. Elle aussi, toutes les accusations contre elle sont tombées en vertu de la décision de la Cour suprême, en vertu de la Constitution, en vertu de l'arrêt Jordan. Marc-Yvan Côté, qui avait été mis en cause non seulement lors de la commission Charbonneau, mais qui a été mis en cause également lors du scandale des commandites. Marc-Yvan Côté, qui a admis avoir reçu une valise avec 120 000 $ en argent liquide dans la valise, une scène digne d'un film de gangster. Eh bien, Marc-Yvan Côté, libre comme l'air, toutes les accusations contre lui ont été abandonnées. Tout ça au nom de la Constitution. Alors, ce serait quoi? Pas important, la Constitution? Ce serait chercher la chicane que de parler de Constitution? Je prends un autre exemple, encore plus troublant celui-là. Adil Sharkawi, ce prédicateur sulfureux dont vous avez probablement entendu parler. Adil Sharkawi, qui, l'année dernière, lors de la victoire des talibans à Kaboul, quand les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan, Adil Sharkawi qui a déclaré publiquement « Hommes et femmes et enfants d'Afghanistan qui savourent enfin la liberté. Afghanistan, a-t-il dit, terre des hommes libres. » Je tiens à souligner qu'il y a des Québécois qui sont morts en Afghanistan parce qu'ils se sont battus pour le bien-être et pour la liberté du peuple afghan. Je tiens à souligner qu'à l'heure où on se parle en Afghanistan, les femmes adultères sont lapidées, les homosexuels sont pendus, les chrétiens sont systématiquement assassinés parce qu'ils croient en la parole du Christ. Et c'est de cela que M. Sharkawi s'est publiquement réjoui. Cet homme est tellement extrémiste qu'au milieu des années 2000, les autorités ont tenté de le déporter dans son Maroc d'origine. Mais hélas, M. Sharkawi avait des bons avocats et ces bons avocats pouvaient compter sur la Charte canadienne des droits et libertés.
Et grâce à la Charte canadienne des droits et libertés, eh bien, les avocats de M. Charkaoui ont empêché le gouvernement de le déporter dans son pays d'origine. Et par conséquent, M. Charkaoui a obtenu sa citoyenneté canadienne et par conséquent, M. Charkaoui va rester parmi nous jusqu'à la fin de ses jours. M. Charkaoui qui s'est aussi distingué dans un autre dossier, celui de la loi 21, parce qu'évidemment, M. Charkaoui est un grand adversaire de la loi 21. Et la loi 21, évidemment, ça aussi, ça touche la question constitutionnelle. Pas plus tard que l'année dernière, comme vous le savez, la loi 21 a été partiellement invalidée par les tribunaux, par un juge fédéral, le juge Marc-André Blanchard, un ancien donateur du Parti libéral avant qu'il soit juge. Je suis sûr que vous êtes très surpris par cette information. Et donc, la Constitution, ça touche aussi les lois identitaires québécoises et ça touche aussi la question du français. Et ça touche aussi, évidemment, la question de la loi 96. Tout à l'heure, Luc en parlait. La loi 96 qui vise, évidemment, à renforcer le français au Québec et la loi 96 qui vise à faire reconnaître unilatéralement dans la Constitution le fait que le Québec forme une nation. Alors, évidemment, je sais que vous serez probablement de mon avis. Pour nous, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas assez. Mais il faut quand même reconnaître, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Il faut reconnaître qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui se passe quand le Québec fait un pas dans la bonne direction? Comment réagissent les Canadiens anglais quand on fait un pas dans la bonne direction? Comment ont réagi les Canadiens anglais du Québec quand ils ont vu le gouvernement du Québec mettre de l'avant ce projet de loi 96? Qu'est-ce qu'ils disent quand on veut se faire reconnaître comme nation? Eh bien là, il y a des porte-paroles éminents de la communauté anglophone du Québec. Puis là, je ne vous parle pas là, des gens anonymes sur les réseaux sociaux, des gens éminents, connus, éduqués, qui nous ont accusés d'être des fascistes, qui ont comparé la loi 96 à la Gestapo. Je pense à Marlene Jennings, la présidente du Québec Community Networks, une ancienne députée du Québec à Ottawa. Madame Jennings, qui a fait un parallèle entre la loi 96 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie qui assassine des femmes, des enfants, la Russie qui commet des massacres. Et c'est à cela que Mme Jennings a comparé la loi 96. Et donc, tous ces braves gens, en plus, on peut en être pratiquement certain, lorsque la loi va être adoptée, vont contester la loi 96 en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, et vous pouvez être certain qu'ils vont recevoir de l'argent des fédéraux pour financer leurs démarches judiciaires, pour s'assurer, n'est-ce pas, de faire invalider cette nouvelle loi identitaire du Québec. Alors, voyez-vous, c'est ça la Charte canadienne des droits et libertés. Ça sert à invalider les lois identitaires québécoises. Hier, c'était la loi 101, aujourd'hui, c'est la loi 21, et demain, ce sera la loi 96. La Charte canadienne des droits et libertés, voyez-vous, ça sert à aider des prédicateurs extrémistes à semer la division et à planter la haine dans nos cœurs. La Charte canadienne des droits et libertés, ça permet à des présumés meurtriers de sortir de prison sans avoir subi un procès, et ça prive les proches des victimes de leur droit à la justice. La Charte canadienne des droits et libertés, ça permet de nous traiter de racistes, de fascistes, de nazis, et ça au nom de la tolérance en plus. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en ai assez qu'on subisse ces camouflets, ces outrages et ces affronts et ces avanies. Alors, il faut reprendre le combat, il faut renouer avec la lutte constitutionnelle, le combat pour la nation, et c'est comme ça qu'on va convaincre un jour nos concitoyens de se tourner vers l'indépendance du Québec. Merci. Merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Mais je vous demanderais, si vous avez des questions, en fait, de juste y aller brièvement avec votre introduction, histoire que tout le monde ait le temps de parler puis de poser les questions qu'il voudrait poser. Puis je voudrais dire merci aussi à tous les orateurs. Hein. C'était vraiment, vraiment de beaux discours exceptionnels. Puis je pense que ça fait vibrer un peu en nous, hein, la fibre. Donc, on avait des questions?
Monsieur, peut-être vous identifier clairement. Est-ce que vous voulez venir à l'avant? Simplement donner votre nom. D'accord. Alors, je m'appelle François Marquis. Je suis membre du Parti québécois de Crémazie, de Maurice Richard, maintenant, aujourd'hui. Et puis, ma question à M. Bastien, c'est que je sais que dans le rapport du directeur général des élections de 1996, un an après le référendum, on a établi qu'il y avait eu 120 000 doublons qui ont été admis à voter au Québec au moment du référendum. On a perdu par 53 000 voix. Personne n'a soulevé cette agression à notre démocratie. Je voulais savoir si on aurait encore des recours aujourd'hui pour faire valoir qu'on n'a peut-être pas vraiment perdu le référendum. Ah oui, merci, M. Marquis, pour cette excellente question. Alors, pour tout vous dire, j'ai jamais pensé à ça. Alors, mais comme je suis président d'un organisme qui s'appelle Justice pour le Québec, voici certainement quelque chose à laquelle on va devoir réfléchir parce que je trouve que c'est une hypothèse, une question qui mérite d'être examinée à fond. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va examiner ça à fond. C'est très intéressant ce que vous soulevez. Merci. Mon nom est Marcel Vèvre. Je suis du comté de Gatineau, dans la municipalité de La Pêche, située à 30 km. En fait, c'est Saint-Cécile-de-Machambre, mais c'est fait partie c'est une municipalité groupée, là. Une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Gatineau. Moi, monsieur, je vous suis depuis un bon bout de temps parce que, en fait, tout ce que vous avez mentionné tantôt, je l'ai vécu, comme la bonne majorité des Québécois, depuis 1966. Et là, je suis rendu au point, quand je vois ça, là, avec tout ce qui s'est passé, si ça ne devient pas redondant, notre affaire. On répète, il y a des choses nouvelles qui s'ajoutent, mais qui nous font honte et puis qui nous réveillent continuellement. Hein? Ce qui s'est fait avec le débat, si vous voulez, sur dans le Bloc québécois, là, avec la journaliste de Toronto Star, je pense, c'est ça? Bon, alors, ainsi de suite. Puis là, on regarde un sondage, le dernier sondage qui est sorti au Québec, donne à peu près 9 % pour le Parti québécois. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la population. On n'est pas là. Les gens ne nous entendent pas, ou ne nous écoutent pas, ou bien ils sont indifférents. Alors, je me demande s'il n'y aura pas une autre façon de faire les choses, parce que l'histoire est très importante. Moi, je suis devenu indépendantiste en faisant de la lecture de l'histoire. C'est comme ça que j'ai appris que je faisais partie d'une nation, d'un pays, ou je souhaitais un pays, etc. Et j'ai été militant plus de 30 ans au Parti québécois. Et j'ai été militant au RIN aussi. Alors, ma question fondamentalement, c'est qu'on peut revenir constamment sur toutes sortes de choses qui se passent, mais ça ne semble pas faire bouger les Québécois plus qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premièrement, s'il y avait une solution miracle, ça se saurait. S'il y avait une solution miracle, on le saurait tous et elle aurait déjà été essayée. Mais moi, je pense que la question du régime, la question de s'attaquer aux fédéraux, c'est pour moi la façon par excellence de faire renaître notre mouvement. Combien de fois je vois le Parti québécois, dont je fais partie, comme vous le savez, on s'attaque à la CAQ. On attaque la CAQ, on critique la CAQ, on s'en prend à la CAQ. Mais mon Dieu, pourquoi on attaque la CAQ? Pourquoi on attaque des électeurs égarés qui sont nos frères, nos sœurs? Ce sont les fédéraux qu'on doit attaquer. C'est le reste du Canada qu'on doit critiquer. C'est les multiculturalistes canadiens qui sont nos vrais adversaires. C'est pas la CAQ. Alors moi, je pense que souvent, on se trompe d'adversaire et on ne fait pas la critique du régime. On ne s'attaque pas au régime. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Quand on fait, comme nous, on le fait, une procédure judiciaire contre la loi constitutionnelle de 1982, on s'attaque au régime. C'est ça qu'on fait. Alors, donc, nous, c'est ce qu'on fait. On a également fait une poursuite contre la ville de Toronto qui finance illégalement les anti-loi 21 au Québec. Donc, il y a toutes sortes d'organismes au Québec, notamment le Conseil national des musulmans du Canada, qui reçoivent de l'argent de la ville de Toronto et d'autres villes canadiennes anglaises, ce qui est illégal. Et alors, nous, on poursuit la ville de Toronto et on essaye de poursuivre d'autres villes
ailleurs dans le Canada. Ce n'est pas simple. D'abord parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous voulez faire des dons, toujours bienvenue. Et aussi parce qu'on n'a pas les réseaux. On a besoin de gens qui habitent à, par exemple, Brampton, la ville de Patrick Brown, mais on ne connaît personne à Brampton. Alors, si vous connaissez, vous avez un cousin, un frère, quelqu'un, des chums à Brampton qui voudraient traîner la ville en cours, on va se faire un plaisir de les aider. Mais bref, ça, c'est nos vrais ennemis. Ça, c'est nos vrais ennemis. Puis quand on s'attaque à nos vrais ennemis, bien là, les gens vont nous écouter. Bien, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Benjamin. J'habite à Boisbriand, donc dans la Rivière-des-Mille-Îles. Et j'aurais une question pour M. Bastien. Mais comment on peut, au-delà de ces démarches-là, puis tout ça qui sont judiciaires et tout, comment on peut proposer aussi, c'est quoi vos pistes de réflexion pour avoir une démarche qui soit constructive, qui soit positive, voilà, pour relancer justement la souveraineté? Bien, la réponse, à mon avis, c'est que si tout allait bien et puis tout était positif dans le Canada, on ne serait pas indépendantiste. Alors, si on est indépendantiste, c'est parce qu'on n'est pas content du Canada. C'est parce qu'on est frustré de la façon dont les Canadiens anglais nous traitent. Alors, moi, je suis convaincu que c'est quand on est conscient de ça qu'on va réussir à avancer dans la bonne direction. Les Algériens ont fait leur indépendance contre la France. Les Irlandais ont fait leur indépendance contre les Anglais. Les Ukrainiens se battent pour leur indépendance contre la Russie. Alors, si les Ukrainiens avaient toujours été très heureux dans la Russie à l'époque où ils étaient une province annexée de la Russie, ils n'auraient pas fait leur indépendance. Même chose pour les pays baltes, même chose pour d'autres pays qui ont pris leur indépendance par la suite. C'est parce qu'on est fondamentalement mécontents. Et c'est pour ça que nos adversaires veulent nous endormir, veulent nous faire croire que tout est positif, que tout est beau, que tout va bien. Et dormez, bonnes gens, surtout, réveillez-vous pas, c'est pas ça qu'on veut. Alors moi, c'est comme ça que je le vois. Avec la bataille de Londres, là, ce qu'on voit, c'est que le Canada, c'est un tiers-monde judiciaire quand il s'agit de notre droit à l'autodétermination. Et là, vous avez une démarche dans le cadre des institutions judiciaires canadiennes pour faire reconnaître ce droit à l'autodétermination, le rendre effectif. D'après moi, c'est ça le fond. Et puis, est-ce que dans votre stratégie, vous n'avez pas une porte qui s'ouvre vers les Nations unies pour faire reconnaître notre droit à l'autodétermination en suivant l'exemple des Autochtones qui ont fait reconnaître un droit à l'autodétermination interne? C'est une question, vous n'êtes pas obligé de vous confesser sur la stratégie qui va suivre. Alors, merci Jean-Claude. Alors, on dit qu'il ne faut pas faire de stratégie à micro ouvert. Donc, malheureusement, au sein de notre organisation Justice pour le Québec, on a des juristes, il y a moi qui est historien, il y a plusieurs personnes enfin, on est quelques-uns à mettre l'épaule à la roue et on a des discussions de stratégie. Donc, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais à un moment donné, Jean-Claude, si tu veux, on ira prendre un verre et tu me payeras une tournée, tu vas voir qu'avec l'alcool, je deviens plus volubile. Ah bon, une question très simple. On n'a jamais signé la Constitution, comment ça se fait qu'elle s'applique? Il y a un principe à l'avoir. Oui, c'est une très bonne question, en effet. Alors, la réponse est assez simple. À partir du moment où la Cour suprême a décidé, dans un jugement auquel j'ai brièvement fait référence, que le Québec n'avait pas de droit de veto, M. Lévesque, en 1982, a dit « J'exerce le droit de veto du Québec » et je bloque le rapatriement. Et donc, là, à ce moment-là, la Cour suprême, tout ça s'est rendu devant les tribunaux, devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a dit « Le Québec n'a pas de veto ». Alors, à partir de ce moment-là, la Cour suprême a validé l'ordre constitutionnel nouveau. Et même si on n'a pas signé, ça n'a rien changé. Donc, l'absence de signature, elle a une grande valeur politique. Politiquement, c'est important. C'est ce qui fait que l'enjeu est toujours d'actualité. C'est ce qui fait que la Charte canadienne des droits et libertés n'a pas de légitimité au Québec. Alors, politiquement, c'est très important de ne pas signer la loi constitutionnelle de 1982, mais juridiquement, là-dessus, évidemment, votre question est très bonne. Juridiquement, la Constitution de 82 s'applique à nous, même si on n'a pas signé. Voilà.
Merci, mon nom est Brigitte Garneau. Alors moi, je viens en tant que suppléante volante polyvalente. Alors j'œuvre dans le domaine de l'enseignement et je voulais vous faire partager, il y a peut-être une ébauche de solution. Je vais le répéter 3 fois. Éducation, éducation, éducation. Alors, c'est tout simple. Et je voudrais juste vous faire part d'une petite statistique. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'alphabétisation. En 1982, le taux d'analphabétisme fonctionnel, alors c'est-à-dire les personnes qui sont capables de lire les lettres, mais qui ne sont pas capables de comprendre l'ensemble du message, était de 20 %. Une personne sur 5. Aujourd'hui, en 2022, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel est ce taux d'analphabétisme fonctionnel? Pardon? Comment? Est-il plus haut? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Il est de 53 %. Comment se fait-il qu'en 40 ans, le taux d'analphabétisme fonctionnel a augmenté? Alors moi, ça me sidère et je peux vous dire qu'en tant que ma spécialité, c'est le français, la grammaire et l'orthographe. Oh là là, que je ne suis pas populaire! C'est hallucinant. Alors qu'au lieu de sévir, on laisse aller et on nivelle toujours vers le bas. Et moi, je suis découragée de voir qu'à Radio-Canada, de voir que des journalistes font des fautes. Et je me dis, on veut défendre le français, mais est-ce qu'on peut l'aimer? Est-ce qu'on peut bien le traiter, le français? Alors voilà, c'est la fin de mon internet. Je vous remercie. J'ai le privilège d'avoir le mot de la fin. C'est moi l'organisateur, mais je dois être franc avec vous. Cet après-midi, cette rencontre a été possible grâce à la complicité de la section Jean-Olivier Chénier de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Alors, une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. J'ai dû composer avec certaines difficultés pour avoir une salle. Il faut dire qu'on s'est pris un peu tardivement, c'est vrai. Mais il n'y en a pas tant que ça ici à Saint-Eustache, des salles. Et à ma grande surprise, j'ai appris qu'il y avait ici des salles qu'on pouvait louer à la bibliothèque. Alors, merci 1000 fois à la section pour la possibilité d'avoir accès à cette salle-là. Moi, j'ai un élément de réponse pour ceux qui ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses de l'indépendance. Puis on va se laisser là-dessus. C'est de faire des rencontres comme ça qu'on fait cet après-midi pour parler de la Constitution, pour parler de la Charte des droits et libertés, pour parler avec André Binette puis avec Marc Chevrier. C'est avec ces rencontres-là, si vous invitez vos voisins, vos amis, vos frères, des membres de votre famille, combien même on serait 200, on va trouver une autre salle, faites-vous-en pas. C'est comme ça qu'on va faire évoluer les choses. Il faut mobiliser les gens. On est à quelques mois d'une élection fondamentale, extrêmement importante. Alors, comptez sur nous au Rassemblement pour un pays souverain pour organiser d'autres activités. Et je tiens à remercier aussi le Parti québécois de Montagne, dont le président est ici, M. François Paquet, et le Bloc québécois aussi, qui nous ont aidés à mobiliser cette belle salle. Alors, merci encore une fois et au plaisir de se rencontrer dans le futur, dans une autre occasion, une autre rencontre. Merci.